plaisir d'accueillir une conférence sur le boulier chinois. Donc une conférence assurée par M. Vigier, ici présent, et Mme Roth. Alors en fait, ça se rattache à la question des mathématiques, en fait. Hein. Oui. Et d'après votre descriptif, je note qu'en mathématiques, la France a des difficultés, bon, ce qui n'est pas réellement un scoop pour moi. Effectivement, dans tous les classements internationaux, la France est mal placée. Dans tous les tests, par exemple, en classe de CM1 et de 4e, on est vraiment en dessous du niveau de l'OCDE. Mais, par ailleurs, au niveau de l'enseignement supérieur, la France est plutôt dans le top niveau. Puisque là, dans le classement de Shanghai 2021, c'est au contraire une université française, donc Paris-Orsay, qui est devenue en fait numéro 1 mondial en mathématiques, devant Princeton. Et en fait, dans les 10 premières universités mondiales en mathématiques, en fait, il y en a 6 qui sont françaises. Donc il y a vraiment une espèce de paradoxe, je dirais, en matière d'apprentissage des mathématiques. Comment se fait-il que les écoliers français sont assez mauvais avant le bac, et au contraire après, il y a des universités, des départements de mathématiques qui au contraire sont particulièrement prestigieux. Donc évidemment, c'est un peu l'image de la pyramide sans doute, mais en tout cas, l'idée de faire une conférence sur le boulier, c'est peut-être aussi de contribuer à améliorer quand même le niveau des écoliers en mathématiques. Et donc en fait, c'est tout l'objet de cette conférence qui comporte 2 volets. Il y a un volet, je dirais, de généralité sur le boulier, et puis un aspect plus pratique dans la seconde heure, sous forme d'atelier, pour voir un petit peu comment on peut manipuler, je dirais, très concrètement ce boulier chinois. Voilà, donc je vous laisse la parole, et puis on va apprendre beaucoup de choses, je pense. Merci, donc, effectivement, vous avez raison d'insister sur ce paradoxe, parce que ce paradoxe, ce paradoxe, je vais peut-être le lever maintenant, ce paradoxe, c'est ce qui nous a conduit à nous intéresser au boulier chinois. Et je vais vous l'expliquer maintenant, mais effectivement, ce paradoxe est à l'origine de notre intérêt pour le boulier chinois. Mais ça nous a permis de découvrir ce qui se cache derrière le boulier chinois. Et donc, on a 2 problématiques à résoudre. La problématique des difficultés franco-françaises en mathématiques, et puis la promotion de cet instrument qui date du XIIIe siècle, mais qui n'est pas qu'un instrument, on va le voir, qui est aussi un outil mathématique. Donc on a deux raisons de se battre pour le boulier chinois. Une raison pour l'école française, et il y a de plus en plus d'écoles qui s'équipent avec le boulier chinois en école primaire, et une autre raison qui est la découverte que nous avons faite. C'est vraiment une découverte, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, mais on a découvert l'intérêt du boulier chinois au plan pédagogique. Voilà. Donc c'est ce que l'on va montrer. Voilà. Donc nous sommes une association, et cette association existe depuis 2009. Donc c'est déjà très ancien, enfin ancien, on va dire. Et cette association a été créée avec le concept d'e-numérisme. Jusqu'en 2009, eh bien, on pensait, j'ai été en contact à l'époque avec Stanislas Dehaene, qui est un chercheur bien connu, je pense, qui est à Orsay, lui aussi, et qui pensait alors à l'époque, et nous partagions ce constat, que les difficultés en mathématiques pouvaient être dues à des raisons physiologiques, pathologiques. Mais Dehaene, comme nous tous, on s'est quand même demandé comment se fait-il, il ne peut pas y avoir 10% ou 15% de la population
qui est malade, hein, en quelque sorte, malade et qui aurait des complications au niveau de la bosse des maths, c'est le titre du livre de Anne. Et donc, on s'est intéressé au concept dysnumérisme qui prenait la suite du concept de dyscalculie. À l'époque, on disait dyscalculie, et malheureusement, on continue à utiliser ce terme, mais innumérisme veut dire que l'on a appris et que l'on a oublié. C'est la même logique que dans le terme d'illettrisme. L'illettrisme, on a appris, mais on a oublié. Donc l'innumérisme doit être utilisé comme terme pour évoquer les difficultés, au contraire du terme dyscalculie, qui donne une importance, si vous voulez, à la pathologie, dysfonctionnelle. Voilà, donc, alors, effectivement, comme M. Giroir le rappelait, les difficultés sont réelles et on se demande bien pourquoi. Vous voyez que la France est au dernier rang en Europe dans les évaluations Teams en 2015. Sur notre écran, on voit qu'au niveau de l'OCDE, c'est pas mieux, hein, puisqu'on se trouve à la 30e place. Je crois qu'il y a 32 pays dans l'OCDE, et on se retrouve juste avant le Chili, donc très mal classé. Comment se fait-il? M. Girard, vous l'avez rappelé, qu'au niveau universitaire, le niveau est bon, et parmi les premiers au niveau mondial, et que là, dans ces classements à l'école primaire, on a des résultats catastrophiques. C'est vraiment catastrophique. Hein, et l'explication, on essaye de trouver des raisons. Nous, ça fait 10 ans, depuis 2009, qu'on essaye de trouver des explications. Donc, on s'est intéressé aux difficultés pédagogiques et déficits dans la maîtrise ou la compréhension du nombre, le sens des opérations mathématiques. Les profs de maths, ils donnent tout un tas de raisons. Le calcul mental, la compréhension de l'énoncé, les implicites. Voilà. C'est tout un tas de raisons qui sont évoquées. Les difficultés sociales. Là, il y a probablement une approche plus sérieuse où les difficultés apparaissent plus importantes dans certains niveaux sociaux. Tout retard au départ, on le note, est ensuite aggravé par les inégalités sociales. C'est bien une évidence à l'école primaire. Quand la famille ne soutient pas l'enfant, bien évidemment, ça ne se passe pas bien pour la suite. Alors, il y a une autre évocation, une autre raison qui est donnée. Et les médias s'en sont fait l'écho largement. Les résultats catastrophiques seraient dus à l'école élémentaire, à une mauvaise formation des maîtres, des professeurs des écoles. Nous, on y croit pas. Je vous le dis tout de suite, mais c'est ce qui est évoqué. Mais en France, comme vous le savez, les enseignants sont recrutés par concours, ce qui ne se fait pas dans les autres pays. Hein. Dans les autres pays, les directeurs d'école, très souvent, eh bien, embauchent directement leurs professeurs localement, et donc on ne se réfère pas à un concours national. Donc en France, au contraire, on se réfère à un concours national pour embaucher les instituteurs, les professeurs des écoles. Donc, cette explication de niveau des formateurs n'est pas valable. C'est vraiment une explication parce qu'on n'a rien trouvé. Alors, ça rejoint malgré tout l'explication que nous on a. Alors tout ça, ça vous paraît peut-être un peu loin du boulier chinois. Eh bien non, hein, on va voir
que c'est ce qui nous a amené à nous intéresser aux origines. L'explication que l'on donne, eh bien, nous pensons que les mathématiques, le désamour pour les mathématiques, viennent du premier apprentissage en français. Et là, on va faire un petit tour d'horizon. En chinois, comme vous le savez, en chinois, il n'y a aucune irrégularité pour nommer les nombres. C'est-à-dire qu'on a des mots pour nommer les nombres jusqu'à 9, jusqu'à 10, et ensuite on réutilise ces mots. C'est une logique qui s'installe pour construire les nombres jusqu'à 100. On dit, en chinois, on le dit, et vous allez me le confirmer, on dit pour nommer, par exemple, au-delà de 10, on va nommer d'abord l'unité et ensuite la dizaine. Hein, voilà. Et ça, c'est le sens originel de l'écriture de droite à gauche. En arabe, on a maintenu ce sens-là pour nommer les nombres jusqu'à 100, et en allemand aussi, on a maintenu ce sens-là. Hein. Donc, c'est le bon sens. Mais ce qui est très important, c'est qu'en chinois, eh bien, on n'a aucune irrégularité. Dans toutes les langues asiatiques, on n'a aucune irrégularité habituellement pour nommer les nombres. Dans les langues sémitiques, dont l'arabe, l'hébreu, eh bien, on n'a aussi aucune irrégularité. Dans les langues slaves, le russe et puis toutes les autres langues slaves, aucune irrégularité. C'est-à-dire que les nombres sont nommés tout à fait logiquement. En italien, on n'a aucune irrégularité, ce qui était le cas en latin, donc les Italiens ont repris la logique du latin pour nommer les nombres. En espagnol, dans les langues anglo-saxonnes, on a 2 irrégularités, 11 et 12, et la même chose en allemand. Dans les langues hispaniques, on a 5 irrégularités. Et regardez en français, nous avons 56 irrégularités sur 100. C'est incroyable. Un enfant de 5 ans ne comprend pas cette construction. Il ne comprend pas. On en a eu la preuve il y a quelques mois. Une maman nous a expliqué que sa fille de 3 ans, à qui elle apprenait à compter, la litanie des nombres, et sa fille de 3 ans lui a dit, quand elle lui a appris 47, 48, 49, 50, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71. La gamine de 3 ans lui a dit « Maman, arrête de dire des bêtises !» À 3 ans. Donc, à 3 ans, elle a été confrontée à cette irrégularité qui est imbécile, et elle l'a traitée de façon humoristique avec sa mère, mais elle a été choquée. Donc, nous pensons que c'est le désamour on va dire, du plus grand nombre, hein, puisqu'on arrive à 50% de la population qui est fâchée avec les maths. Hein. Eh bien, on pense que c'est ce manque de logique au départ qui provoque, on va dire, de façon psychologique, qui provoque une incompréhension. Et cette incompréhension, c'est le premier contact que les enfants ont avec les maths. Et ce premier contact qui est compliqué, les enfants se disent, c'est pas logique, je comprends pas, eh bien, ça reste toute la vie. Où on arrive à le surmonter pour les meilleurs, mais il y a des enfants qui n'arriveront pas à le surmonter. Je peux vous citer un exemple d'une aide-soignante à 25 ans qui s'est trompée de numéro. On lui a demandé quel était le numéro de la chambre. Eh bien, elle a dit pour 6012, elle a dit 612. Et cette logique, c'est en fait parce que le passage à 10, elle n'a pas compris le passage à 10. Donc, voilà. Alors,
nous pensons que c'est un problème et que c'est le problème français. Et que cela expliquerait que parmi la population scolaire, eh bien, il y a un grand nombre d'élèves qui sont fâchés avec les maths depuis le début, depuis la numération. Voilà. Donc, alors, pour expliquer notre... je vais quand même... Tu veux que je revienne? Non, je vais simplement mettre mon heure de façon à tenir les délais. En fait, au départ, nous, on s'est intéressé aux difficultés en maths, et on s'est rapproché de, puisqu'on n'avait pas étudié le Boolean encore, c'était dans les années 2000, on s'est rapproché de Piaget et de Vygotsky, qui sont des auteurs constructivistes, et effectivement, on a trouvé une bonne construction. L'approche de Piaget pour construire les mathématiques est intéressante, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, mais nous avons un modèle de construction que l'on nomme TGR, avec la première lettre de transition, généralisation, représentation. C'est un mode de construction qui est valable pour toutes les notions mathématiques, et bien évidemment, c'est valable pour la construction de la numération. Et on va voir que le booléen correspond parfaitement à ce mode de construction. Vygotsky nous a apporté quelque chose de très important, c'est ce qu'il nomme la pensée verbale. Pour lui, la pensée verbale, et Piaget utilise une autre expression, qui est l'abstraction empirique, mais en fait, tous les deux disent un peu la même chose. Vygotsky, lui, va parler de pensée verbale. Qu'est-ce que c'est la pensée verbale? La pensée verbale, eh bien, c'est le langage avec des images. Et quand on dit ce week-end j'ai fait du vélo, eh bien on dit que l'on a fait du vélo, mais on voit les images du chemin creux, des pierres, du VTT, etc. C'est-à-dire que quand on parle, quand on a une pensée, il y a à la fois du texte et il y a des images. Et la pensée verbale, la pensée, c'est à la fois du texte et des images. Pour les enfants, c'est essentiellement des images et très peu de texte. Et pour les adultes, plus on prend de l'âge, plus on a de texte et moins on utilise les images. On peut remplacer les images par du texte. Donc cet apport, il est très important. Et ça nous a mis sur la voie, justement, de la découverte du booléen. À l'origine, là, c'est pour faire un parallèle entre les chiffres, les nombres tels qu'on les utilise aujourd'hui, et la construction du langage. À l'origine, on prend deux exemples. Le roc, vous voyez l'image, le hiéroglyphe qui ressemble, le hiéroglyphe à l'origine, c'était une tête de roc, une tête de taureau, et cette tête de taureau, au début, elle définissait le taureau. En chinois, on a exactement la même évolution. Les 30 000 ou 40 000 symboles idéogrammes, c'est la même logique. Ce sont des mots qui, à l'origine, avaient un sens concret, comme le roc, par exemple, en Égypte ou en araméen, et progressivement, pas en araméen, mais plutôt en Mésopotamie, et la tête de l'Europe. Eh bien, progressivement, la tête de l'Europe, elle a été le symbole d'une syllabe, et progressivement, c'est devenu le symbole d'une lettre. Et c'est le A. On a le A tel qu'on le fait, en fait, vous reconnaissez les deux cornes de l'Europe. Le A, ça vient de là. C'est-à-dire qu'en araméen, eh bien, vous voyez le petit triangle barré, il y a les deux cornes de l'Europe qui apparaissent. Notre A, c'est ça. Mais ça a perdu le sens de l'Europe, bien évidemment. C'est devenu un symbole complètement abstrait.
Et le B en araméen, le B, je crois qu'à l'origine c'était plutôt comme ça, eh bien c'était le symbole de maison, l'idéogramme pour maison. Et vous voyez les deux pièces, ça représente bien la maison. Mais quand vous écrivez un B, vous avez perdu le sens, bien sûr, de la maison. Maintenant, c'est un symbole complètement abstrait qui va permettre, avec les 24 autres symboles, de construire le langage. Donc, on est sur des symboles, les 26 lettres de l'alphabet, qui sont complètement abstraits, mais qui nous permettent de construire des syllabes, des mots, etc. Et il se trouve que, pour les nombres, les chiffres, on en est là. C'est-à-dire que sur l'image suivante, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, ça ce sont nos chiffres indo-arabes, et vous avez l'écriture en brahmi. Mais vous avez l'écriture en chinois, les premiers noms, 1, 2 et 3, c'est la même chose. Vous écrivez 1, 2 et 3, on va les écrire d'ailleurs. Vous allez comprendre aussi, mais vous le savez probablement. Eh bien, au-delà, ce sont des symboles. Alors, il se trouve qu'en brahmi, les symboles ressemblent assez à nos chiffres arabo-indiens. Mais ce sont des symboles. Les trois premiers symboles, vous reconnaissez, ce sont des images concrètes. Vous reconnaissez les nombres 1, 2 et 3. Et derrière, vous ne reconnaissez pas les quantités. Prenons le 8. Le 8, il ne dit rien sur la quantité 8. C'est un symbole. En chinois, c'est pareil. À partir de 4, vous ne reconnaissez pas les quantités. Ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez noté, je n'ai pas vu l'information nulle part, mais pour moi, ça saute aux yeux. Quand vous écrivez le 1 en chinois rapidement, vous voyez, quand vous l'écrivez rapidement, et le 2, quand vous l'écrivez rapidement, et le 3, quand vous l'écrivez rapidement, on retrouve nos symboles arabo-indiens. Je pense qu'ils viennent tout droit de l'écriture rapide de 1, 2 et 3. Après, ce sont des symboles. Donc, c'est intéressant à noter cette écriture en brahmi ou en chinois qui distingue les trois premiers nombres des autres nombres. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, comme on va le voir. Donc on dit, tiens, 1, 2, 3. Et en fait, est-ce qu'on va peut-être, je vais indiquer en chinois, 1, 2 et 3 pour rester à 1, 2 et 3. Alors, vous me direz si ça vous parle, parce qu'en arabe, les vieux musulmans reconnaissent cette représentation. Il se trouve qu'en Mésopotamie, mais probablement en Chine aussi, parce que en Chine, on m'a confirmé que c'était utilisé dans certaines régions, pour représenter les nombres, eh bien, on utilise les phalanges. 1, 2, 3. Alors, en mésopotamien, on utilisait vraiment les phalanges. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous reconnaissez la douzaine d'escargots, la douzaine d'huîtres, la douzaine d'œufs. Donc, ça vient du système sexagésimal. Le système, je ne vais pas en parler trop longtemps, le système sexagésimal, il utilisait les deux mains, donc les phalanges, et puis les 5 doigts, 5 fois 12, 60. Et on retrouve le système sexagésimal qu'on utilise pour la mesure du temps. Donc ça vient de Mésopotamie, mais en Chine, très probablement, on utilisait un système comme ça, parce que une Chinoise m'a confirmé que chez elle, on utilisait, pour compter, avec une représentation des phalanges, il le faisait de la manière suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, c'est le même système. Mais cette dame, elle était, je pense, du nord, plutôt côté Mongolie, mais elle semblait connaître le même système de représentation.
Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'en chinois, il y avait cette notion des quantités jusqu'à 3. Alors, tout ça, c'est une image, c'est une histoire d'image, comme le suggère Vygotsky. Vous voyez dans ces 5 images, pour un adulte, ça représente le monde du cheval. Un centre équestre, peut-être. Pour nous, ces 5 images sont quasiment équivalentes. Un casque, une tête de cheval, des bottes de cavalier, un fer à cheval, un cheval au galop. Ces 5 images sont à peu près équivalentes. Elles nous parlent de la même façon. Mais pour un enfant, est-ce que pour un enfant de 3 ans, ces 5 images sont équivalentes? Non. Est-ce qu'un enfant de 3 ans, vous lui montrez les bottes de cavalier, il va reconnaître que c'est des bottes de cavalier? S'il n'a pas fait de poney, il ne va pas reconnaître. Donc, pour lui, ça ne va pas être une image de cheval. Le fer à cheval non plus. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'on a des images, on va dire premières, des images qui viennent tout de suite à l'esprit. C'est-à-dire que si je vous dis, fer à cheval, voilà, vous n'allez pas avoir l'image première. Par contre, si je vous dis cheval, eh bien, vous allez avoir une image de cheval. Vous n'allez pas penser au fer, vous n'allez pas penser aux bottes. Hein, vous allez avoir, à la rigueur, une tête de cheval, mais vous avez, pour chaque mot, une image. Donc, sur ces 5 images, il y en a une qui va apparaître, surtout. Et donc, on peut peut-être le vérifier. Je pense qu'à partir de... Voilà, on revient en arrière et puis on va peut-être faire participer l'assistance. Donc, sur les images qui vont suivre. Donc, vous avez bien compris la problématique. Et là, ça va nous raccorder au boulier, tout ça. C'est un travail de préparation, mais c'est pour vous montrer que le boulier, ce n'est pas un instrument. Le boulier, c'est un outil mathématique. Hein, parce qu'il conjugue tous ces aspects-là. Il conjugue tous ces aspects-là, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, alors, comment peut-on le présenter là? Alors, on va peut-être, tu montreras l'image après. Oui, mais il faut que je demande. Oui, parce qu'il y a le mot. Voilà, il faudrait. Ce qui serait intéressant, c'est que oui, vous réagissiez. Oui, mais on montre l'image. Voilà, on va montrer l'image, mais après, que vous réagissiez immédiatement à l'image en mettant un mot. Oui. J'aurais une question. Le boulier n'est pas utilisé dans les écoles primaires en Chine? Non, alors il a été abandonné il y a 30 ans ou 40 ans. Hein, mais vous allez comprendre pourquoi. Hein, vous allez comprendre pourquoi. Nous, on s'est intéressé aux difficultés françaises et ça nous a amené à nous intéresser aux bouliers chinois, parce qu'il y a d'autres bouliers, mais qui ne sont pas intéressants. Et donc, le boulier chinois nous ouvre 2 portes. Une porte pour les difficultés en France, avec la numération de Condorcet, vous allez voir, et une porte au niveau international où le boulier est le seul instrument où on peut réfléchir. Hein, pour essayer d'inventer un autre instrument, on ne va pas y arriver. Hein, moi, ça fait 15 ans que je baigne là-dedans, et le boulier chinois, c'est une invention aboutie dès le départ. Hein, parce que ça s'est fait de façon empirique, mais le boulier a intégré des choses maintenant que l'on peut mesurer. Donc là, vous pouvez réagir immédiatement, vous allez avoir des images, réagissez immédiatement en donnant un mot, en donnant le mot correspondant à l'image. C'est ça? Ouais. Donc là, on a vu que chaque image représentait quand même une notion. On pouvait s'imaginer à un âge plus ou moins avancé, c'est-à-dire qu'effectivement, le fer à cheval ne démarre pas tout de suite, mais au fur et à mesure, l'enfant va quand même construire cette image. Donc c'est à plusieurs niveaux. Et donc là,
Donc on retrouve Réagissez. l'image et vous avez un mot associé. Vous pouvez associer directement cette image à un mot. Quel est ce mot? Cheval. Cheval. Voilà. Ensuite. Que. Que. Fleur. 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 Vous voyez que vous réagissez immédiatement. Pourquoi vous réagissez? Pourquoi vous réagissez? Vous pouvez, il n'y a pas de délai. Pourquoi? D'après vous? C'est très concret. Oui. C'est-à-dire que dans votre cerveau, vous avez une image que Vygotsky appelle une image technique. C'est-à-dire que le mot est associé à une image technique. Bon, la fleur peut être légèrement différente, le cheval peut être différent, mais le cerveau, il a cette image technique. Et ce mot est très important, image technique. Et ça, c'est Vygotsky en 1930 qui a trouvé, alors qu'il n'était pas du tout mathématicien, mais nous, ça nous a ouvert une porte justement sur la découverte. Mais justement, c'est ça qui est puissant dans le cerveau, c'est que toutes sortes d'images de fleurs fait quand même penser à une fleur. Eh oui. Et immédiatement, pas de délai. Ah, réagissez. Oui. Mais vous voyez qu'on posait une question là. Ah, d'accord, je ne connais pas. Eh ouais. Alors, quel est le, justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur Phi? Sur fil, donc c'est une lettre qu'on a grecque. Donc déjà, c'est une forme d'abstraction. Ouais. Il y a un niveau d'abstraction déjà supérieur. Il faut savoir que ça représente phi. Donc il y a une abstraction de langage Ouais. qui nécessite voilà, un niveau différent. Et on l'utilise pourquoi, Phi, par exemple? Ça vous fait penser à quoi, Phi? Un symbole physique. Oui, ça me... Un Physique symbole en physique ou en chimie, je pense. C'est ça, voilà. ou philosophie. Philosophie. Mais aujourd'hui, à l'ouverture de la campagne électorale, on pense à qui quand on... Mélenchon. Donc vous voyez que ça recoupe différentes notions. Mais phi c'est aussi le nombre d'or. En maths. En maths, c'est le nombre d'or. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur phi, hein, Bah, ça, c'est la version minuscule, il y a la version majuscule. oui. Non, Voilà, la version majuscule qui veut dire, qui est un peu le symbole des physiciens. Et nous, Ouais. voilà, c'est ça. Le grand Et I. nous, moi je peut-être suis le ingénieur mettre, chimiste d'origine, et on utilisait le qui pour la chimie. Donc voilà, c'est des symboles, ce sont des symboles qui... Il faut l'apprendre ça. Savoir que phi c'est la philosophie, c'est pas immédiat. Phi, ça ne vous dit pas que la philosophie c'est comment la recherche de la vérité. Hein, quand vous regardez la lettre, vous dites pas c'est la recherche de la vérité. Hein, c'est pas écrit la recherche de la vérité. C'est un symbole qui évoque la philosophie, mais que la philosophie, il faut la définir. C'est important dans notre logique, vous verrez. Alors là, on veut vous faire prendre conscience de l'idée que là aussi, c'est l'image de quoi là en bas, vous avez l'image d'une règle. Donc, on voit très bien une règle, et là, il y a malgré tout, même si l'image est simple, en fait, il y a énormément de notions qui se cachent derrière une règle. Et pareil, un enfant va au départ savoir, il va utiliser une règle juste pour tracer des traits, droits, on espère, et puis après, il va apprendre qu'une règle, ça va représenter la numération, l'ordre des nombres, il va y avoir une notion d'origine, une notion de repère, de graduation, de mesure, mais aussi de longueur, d'unité. Et en fait, parfois, derrière un objet qui paraît simple, on peut décliner plein de notions et qui vont s'apprendre graduellement. Voilà. Donc le phi, on a trouvé 3 ou 4 sens, 3 ou 4 sens.
Là, vous voyez, pour une règle, on fait découvrir une règle à un gamin à l'école, et il y a une dizaine de notions qui sont cachées derrière la règle, et qu'on n'exprime pas, qu'on n'explique pas. Habituellement, à l'école, on dit, bah, voilà. On explique au fur et à mesure des niveaux. Voilà, au fur et On à mesure. arrive à ce niveau-là à peu près au début du collège. On arrive à peu près à toutes les notions, mais c'est pas gagné. Au début du collège, c'est pas gagné. Donc, on construit ces notions à partir de cette image. Cette image, elle cache beaucoup de choses. Et donc, on va voir en quoi ça nous éclaire un peu la numération. Donc, continuez, réagissez. Non, deux. 2, 1. Ah. Alors, dans les civilisations primitives, eux, ils vont dire beaucoup, Ah oui. ou plusieurs. Ou très beaucoup, parce Ou que très là, c'est beaucoup. même très beaucoup. Là, je Voilà. pense. Et dans les civilisations, il y a un ethnologiste qui interviewe un Les monsieur, Mundoroku. un vieux monsieur, et on lui demande combien vous avez d'enfants. Il commence à compter, puis au bout d'un certain nombre, il dit beaucoup. Ouais. Parce qu'en fait, les Mundoroku que vous voyez à la télé sont les peuples racines d'Amazonie qui défendent la forêt, un des peuples, et ceux qui ont notamment des lèvres comme ça. Et donc, ils comptent de la façon suivante: 1, 2, 3, beaucoup, très beaucoup. Voilà. Mais vous voyez, encore une fois, ils comptent jusqu'à 3. Pourquoi? Parce que, et on va le voir, parce que, on vous met un peu sur la piste, parce que c'est une histoire d'image technique. On peut continuer là. Donc là aussi, il y en a beaucoup, ou tout au moins, on est obligé de les dénombrer. Là, combien on en compte, on est obligé de compter. 2, 4, 6, 8. Vous ne pouvez pas dire immédiatement que c'est 8. Donc vous voyez quand même une sacrée différence déjà entre les premiers que vous avez reconnus et puis ceux-là qu'il faut compter. Là, pareil. Là, il y en a un certain nombre. 1, 2, 3, 9. 9. Donc là, on compte. Faire autrement, il faut compter. 3. Ah, là, vous voyez, on met un peu plus de temps. Hein. Mais comment vous faites pour dire 5? Comment fait-on? Non, ça se voit. En fait, on fait des groupements. Hein, on Deux fait plus 2 et trois. 3. On fait un groupement. C'est important. Mais ça veut dire On que... les voit en deux groupes, en fait. On les scinde en deux groupes. Ce qu'on n'a pas pu faire sur les autres, parce qu'il y en avait vraiment trop, Oui, et en plus dispersés dans l'espace. dispersés. Là, à nouveau, il y en a un certain nombre. Donc, c'est les mêmes, hein. Ah non, là, il y en a 7. Ouais. Là, il y a combien d'arches? 3, on le voit immédiatement. Voilà. Mais 4, on le verra avec le boulier. Moi je dis le 8, hein, c'est 2 étoiles là-dedans aussi. Bien. Donc, c'est pour chaque étoile. Ah oui, Oui. Mais c'est 2, c'est pas une seule. Ah, c'est vrai. Non, mais j'ai dit Ah, 8. oui, c'est vrai. là, je comprends pas moi. Ouais. Si, ben, on voit l'étoile blanche ou l'étoile noire. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Il y a 2 étoiles. D'accord. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est un truc géométrique, c'est comment on dit. Et là, Voilà. le nombre de ponts. Non, on peut pas compter. On ne peut pas compter. Voilà, il faut compter. Enfin, si, on peut compter. Il faut compter. On peut compter, mais on ne les reconnaît pas. On ne peut pas dire qu'il y en a. Ou il y a un taux d'erreur. On peut dire 8 peut-être. Donc là, il y en a plusieurs. Beaucoup. Et là, 8. Et là, mais on le reconnaît immédiatement. Oui. C'est une construction qui fait appel à deux choses qu'on reconnaît immédiatement.
On va en parler tout à l'heure. On juxtapose deux choses connues. Voilà. On connaît immédiatement, après, voilà. Pas forcément. Vous ne pourrez pas les connaître. Si. On va à partir des mains. Oui, mais à partir des mains, on va vous expliquer. On va en parler. On va en parler. Là, à nouveau, on Ouais, n'y est pas. 6, On n'y est pas. 5. Vous voyez qu'on a plus de Là. mains là, pour 5. Là, par contre, on sait qu'il y en a trois. On se pose 3, pas de on questions. connaît On sait. immédiatement. Hein. 4, oui, on peut faire la construction 3 et 1. Bien, on fait une construction. Il faut que on prend un petit peu de temps. Voilà. En fait, tout ça, c'est un problème d'image technique. Peut-être on va le voir sur l'image suivante. Voilà. C'est ce qu'on appelle la perception immédiate ou subitisation. Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein? La subitisation, c'est quelque chose qui est connu depuis le début du XXe siècle au plan scientifique. C'est quelque chose qu'on a reconnu au début du XXe siècle. Mais cette perception immédiate, comme je vous l'ai indiqué pour 1, 2, 3 en chinois, en brahmi, en mésopotamien, en fait, de façon empirique, les anciens, ils avaient découvert ça, cette perception immédiate. Les Munduruku, ils l'ont aussi découvert. Alors, pourquoi cette subitisation, elle s'applique pour différentes choses. Le cheval, on peut parler de subitisation, on reconnaît immédiatement. Et pour les nombres, eh bien, on reconnaît, vous avez vu dans les exemples, que vous reconnaissez immédiatement 1, 2 et 3. C'est immédiat. Et que pour les autres quantités, on a un petit délai qui constitue le temps de compter. Et cette perception immédiate, eh bien, elle est connue depuis le début du XXe siècle. De façon empirique, les Chinois l'ont utilisée au XIIIe siècle. Et on a les premières mesures, c'est la courbe suivante, je crois, l'image suivante, on a les premières mesures qui ont été effectuées aux alentours en 1980. Ça, c'est Dehaene qui le cite dans son livre La bosse des maths, à la page 95, je le connais par cœur. Et cette subitisation, c'est la base du boulier chinois. On s'explique. Vous voyez que les quantités 1, 2, 3, 4, 5, 6, on pourrait continuer, 7, 8, 9, 10, bien sûr. Eh bien, en ordonnée, vous avez le temps de perception, c'est-à-dire perception. On considère que pour 1, 2 et 3, c'est une perception immédiate. Le délai de la vue, en fait, c'est 400 millisecondes ou 600 millisecondes. 400, c'est là. C'est 600 millisecondes. 600 millisecondes pour reconnaître les quantités 1, 2 et 3. Pour 4, le temps, il est de 900 millisecondes. Pour 5, il est de près de 1200 millisecondes. Pour 6, et on l'a vu ensemble, on n'a pas mesuré, mais on l'a vu ensemble. Et pour 6, c'est près de 1400 millisecondes, c'est-à-dire plus d'une seconde. C'est-à-dire qu'au-delà de 6, les 6 étoiles ou les 6 barres, eh bien, il nous faut un délai qui est supérieur à la seconde pour reconnaître. Parce qu'on est obligé de compter. Pourquoi on est obligé de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce qu'on ne peut pas reconnaître immédiatement. Mais pour 1, 2 et 3, on reconnaît immédiatement les quantités. Et en outre, on reconnaît immédiatement sans aucune erreur. Vous voyez que pour 1, 2 et 3, le taux d'erreur est de 0.
en gros. Hein. 0 pour 2, un poil pour 1 et 3, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais peut-être pour les enfants. Et pour 4, vous voyez que le taux d'erreur augmente très vite, pour 5, pour 6, et on est à près de 40% pour 6, pour reconnaître 6. Donc le taux d'erreur augmente très vite. Ça, c'est connu depuis 1980. Mais on n'utilise pas les conséquences scientifiques de cette mesure qui a été faite par des chercheurs. Et en fait, ça justifie l'utilisation du boulier. Parce que pour chaque image technique, enfin chaque représentation boulier va se référer à une image technique. Ça va même au-delà. Vous vous souvenez que j'ai parlé de tout à l'heure d'abstraction empirique pour Piaget et d'image technique pour Vygotsky. L'abstraction empirique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend conscience d'une notion, d'une abstraction, parce qu'on l'a rencontré dans la rue. Un cheval, on peut le rencontrer dans la rue. Donc, on a une abstraction empirique, on associe un mot et une image, parce qu'on a appris le mot à l'école et on a vu l'image du cheval dans la rue, par exemple. Donc ça, c'est l'abstraction empirique, telle que le voit Piaget. Et pour ce qui est de Vygotsky, lui, c'est l'image technique qui associe un mot et une image technique que l'on a dans le cerveau. Mais il ne dit pas comment elle arrive, cette image technique. Sachez que pour les quantités 1, 2 et 3, eh bien, ce n'est pas le hasard. Si en chinois, comme en brahmi, on utilisait des barres, comme en écriture des chiffres romains, on utilise les barres jusqu'à 3. Hein, et on n'utilise pas 4, on utilise après une construction. Hein. Eh bien, en fait, c'est non seulement une abstraction empirique, au sens de Piaget, c'est-à-dire qu'on a construit cette image avec l'expérience. Non. Cette image, elle est innée. C'est-à-dire que les bébés de 2 mois, on a fait des tas d'expériences, les bébés de 2 mois reconnaissent les quantités 1, 2 et 3. On a fait des tas d'expériences partout dans le monde. Les bébés de 2 mois, on leur met une caméra qui fixe les yeux et on met une estrade comme ça, si vous voulez, avec un écran. Il y a 2 poupées, il y a 2 poupées sur l'estrade, on baisse l'écran, on fait rentrer une 3e poupée, le bébé il voit tout ça, on lève l'écran, 2 solutions. Soit il y a 3 poupées, le bébé regarde, et puis son regard passe à autre chose, la caméra mesure qu'effectivement, le bébé a vu qu'il y avait 2 poupées avant et puis qu'on a fait rentrer une 3e et qu'il y a 3 poupées après avoir levé l'écran. Tout va bien, le bébé reconnaît la situation et son regard passe à autre chose. La caméra voit que son regard passe à autre chose. Deuxième situation. Il y a 2 poupées. Vous baissez l'écran, vous faites rentrer une 3e poupée, vous levez l'écran, il n'y a toujours que 2 poupées. Et là, surprise, le regard du bébé fixe la scène, mais pas pendant 3 secondes, il la fixe pendant 1 minute. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et la caméra voit bien que les yeux fixent la scène parce que le bébé n'a pas compris. Il essaye toutes les hypothèses. Hein, et dit, bon, la 3e poupée était cachée, je ne sais pas. Il n'a pas compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 2 mois, et les expériences ont été faites dans tous les sens, avec une poupée, 2 poupées, 3 poupées, on fait rentrer une poupée, 2 poupées, 3 poupées. Et à chaque fois, c'est la même chose. Le bébé, il reconnaît l'erreur. Et ça veut dire que la reconnaissance des quantités jusqu'à 3 est innée. Elle est innée. Parce que les Munroku nous le prouvent.
Hein. Eux, ils ont une image technique pour 1, ils ont une image technique pour 2, ils ont une image technique pour 3. S'ils reviennent de la rivière et qu'ils ont vu 3 perroquets, tout va bien. S'ils ont vu 5 singes, ils ne savent pas dire qu'ils ont vu 5 singes parce qu'ils n'ont pas d'image technique. Donc, ils vont dire qu'ils ont vu beaucoup de singes. Hein, s'ils ont vu 7 perroquets voler, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont vu 7 perroquets. Hein, ils n'ont pas d'image technique, donc ils ont vu très beaucoup de perroquets. Ils n'ont pas construit, ils n'ont pas un système qui leur a permis de construire au-delà de 3 la quantité. Et en fait, tout ça, ça nous amène au monde. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le cheval, la rose, ce sont des images empiriques que l'on construit à l'école avec l'arme, hein, si vous voulez. C'est l'expérience qui permet de construire tout ça. La philosophie, on a vu que l'image ne dit rien et que là, il faut définir. C'est une abstraction qui est complexe à définir. Ensuite, d'autres choses. Le 0, c'est à construire. Et on a vu que les quantités 1, 2 et 3, hein, comme les chiffres romains, comme les chiffres chinois, comme les chiffres brahmis, comme les chiffres mésopotamiens. Je vais pas, mais en mésopotamien aussi, en écriture cunéiforme, on utilisait la représentation des phalanges. Et donc, dans toutes les civilisations antiques, on avait reconnu de façon empirique que les quantités 1, 2 et 3 étaient particulières. Et contrairement à ce que l'on croit, eh bien, la numération, notamment en Mésopotamie, elle a été basée sur la base 3, c'est-à-dire les phalanges. Les phalanges. 3, 3, 3, 3. C'est-à-dire tout le système sexagésimal qui est très fort, hein, puisqu'il permet d'avoir 60 unités, eh bien, il a été basé sur ces 1, 2, 3. Et notre boulier chinois, il a été basé aussi sur la reconnaissance de ces quantités 1, 2 et 3. C'est-à-dire que pour construire les nombres, et on va le faire maintenant, eh bien, on va faire comme les chiffres romains. En fait, les chiffres romains, le boulier chinois prend la suite des mains. C'est-à-dire que les mains, depuis toujours, là, on n'est pas dans le... On est dans le système décimal, hein, maintenant. Donc là, il y avait le système base 3 mésopotamien, et puis probablement en Chine au départ. Et donc, pour le système décimal, on est dans la représentation avec les dos, hein, puisqu'on est passé dans le système décimal donc, au XIIe siècle. La représentation avec les doigts est la suivante. 1, 2, 3, tous les enfants reconnaissent. Et ensuite, vous voyez, il y a 1, 2 et 3, et il y a 2 doigts repliés. Et l'image technique de 3, c'est la même chose au boulier, je vais en faire un boulier, c'est la même chose au boulier. 3, on voit 2 choses. On voit les doigts repliés, on peut parler de doigts hein, d'ailleurs avec les enfants. 2 doigts repliés, 3 doigts levés, et ça c'est 3. Mais 3 avec l'image du complément à 5. C'est pour ça que c'est un outil mathématique. C'est que 3 à 6 ans, eh bien on associe immédiatement le complément à 5. C'est un pas énorme qu'on aborde plus tard à l'école. Le boulier, lui, il l'aborde immédiatement, comme les doigts. Ensuite, on continue. 4. 4. On n'est pas dans les 4 doigts levés. Parce qu'on est obligé de compter. Hein. Les enfants, si vous leur dites ça, un enfant de 4-5 ans, il va compter. Il va dire 1, 2, 3, 4. Il faut lui dire non. C'est un doigt replié. Donc, le complément de 5, c'est 4. C'est comme le chiffre romain 4. Vous voyez le 4. C'est un doigt replié et... vous allez reconnaître le V romain, je réponds à votre question de tout à l'heure, c'est-à-dire que 1, 2, 3, vous voyez, 2 doigts repliés. Là, c'est un doigt replié, donc c'est 4. Et là, c'est pas de doigts repliés, donc c'est 5, parce que l'image de la main, on l'a devant les yeux depuis 7 millions d'années, hein, vous imaginez bien. Et donc, cette image, même si on n'a pas l'image technique de 5, on sait que notre main, c'est 5 doigts. Et là, il n'y a pas de doigt replié, donc c'est 5.
j'échange, et ça c'est fondamental avec le boulier, j'échange 5 doigts contre une main. Et vous reconnaissez le V romain. Le V romain, ce n'est pas des histoires de bâton de berger comme on dit sur Internet. Le V romain, c'est l'angle entre le pouce et l'index. D'accord? Donc, dans votre sens, c'est plutôt comme ça. 5 doigts, ensuite 6, une main et un doigt, une main et 2 doigts, et je vous fais la même chose. Ça, c'est une main, et là, c'est, par exemple, 2 doigts. Une main et 2 doigts. Une main et 2 doigts. Les quinaires, ici, sont des mains. Les unaires sont des doigts. On a 5 doigts et 2 mains. Le boulier, c'est ça. On a 5 doigts et 2 mains. Ça prend la continuation. C'est la continuation exacte des doigts et des mains. Et c'est pour ça que les images des mains, on les a installées, le cerveau, il est feignant, hein, pour dire, il n'a pas enregistré l'image de 4 doigts, il a enregistré l'image d'un doigt replié, donc c'est 4. Si vous voulez, le cerveau, il a enregistré 2 images en une. Les doigts levés, les doigts repliés. Et ça permet de construire tous les nombres jusqu'à 10. C'est-à-dire que quand vous faites une main et 3 doigts, vous construisez une main, vous êtes bien dans le nombre 1, et 3 doigts, vous êtes bien dans le nombre 3. Et en plus, vous avez les 2 doigts repliés, et vous êtes bien dans la limite de 3. C'est-à-dire que les 9 nombres, ou les 10 nombres, sont construits dans cette limite de la subdivision, avec l'image innée que tous les enfants ont. Donc vous imaginez bien que apprendre les nombres avec les doigts, ensuite au boulier, vous vous référez à des images techniques que tous les enfants ont. C'est la base de départ idéale. Au lieu d'apprendre l'abstraction à partir, vous imaginez bien que 6, allez expliquer à un enfant, à nous, c'est une évidence, vous fermez les yeux quand vous voyez 6, le chiffre, et vous savez, vous avez appris que 6, le complément à 10, c'est 4. Hein, vous l'avez appris, donc vous allez vous servir de ça. Mais c'est une abstraction. Cette abstraction, au boulier, elle est immédiate. Une main et un doigt, une quinaire et une unaire, et le complément, c'est 4. Hein, le complément à 10, c'est 4. C'est 4 parce que, en fait, là, on a un doigt levé, et donc, vous avez 4 doigts repliés. C'est ça. Si vous voulez, on va prendre quelques exemples. Là, vous avez une construction de 8 qu'on reconnaît immédiatement. Donc, au boulier, c'est la même chose, bien sûr. Hein. Vous reconnaissez immédiatement 8. Et ce qui est fort, on va le voir là sur un exemple, ce qui est là, en dessous, vous ne pouvez pas reconnaître. Les doigts, c'est la même chose, alors que 4, c'est un peu plus problématique. Vas-y. Donc, 9, c'est une construction. 1 et 10. 10, c'est ça. En fait, c'est les chiffres romains. 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'échange contre une main. J'ai 2 mains. Et le X romain, c'est ça. C'est les 2 pouces croisés. Donc, ce n'est pas des histoires de bâton de berger, c'est simplement les deux mains qui sont reliées. Voilà. Donc, le boulier, donc, le boulier, on va peut-être préciser un petit peu les choses. Vous voyez, 196, 317. Vous avez une représentation au boulier. Quand vous êtes un peu habitué à travailler au boulier, vous reconnaissez aussi rapidement qu'au tableau, vous lisez aussi rapidement qu'au tableau le nombre 196 317. Alors, il faut commencer un peu par les unités, mais si vous voulez, regardez les perles jaunes pour les unités. On reconnaît le 7 immédiatement. Dès qu'on est un peu habitué, on reconnaît 7 immédiatement. La perle rose, 1, on le reconnaît immédiatement. 3, les centaines, on le reconnaît immédiatement. 6, on le reconnaît immédiatement. 9, on le reconnaît immédiatement parce qu'il y a la perle qui n'est pas activée.
Hein, on le reconnaît immédiatement. Donc, vous lisez au boulier aussi rapidement que, sur que sur le tableau. L'intérêt du boulier, c'est que ça prépare au calcul mental. Le boulier, pour nous, on ne fait aucune distinction entre calcul mental et boulier. Pourquoi le chiffre 7 ne démarre pas à Parce que c'est les décimales à droite. c'est pour ça qu'il y a une couleur. Ah oui, c'est les décimales. C'est pour ça qu'il y a une couleur. Dixième, centième, millième. D'accord. Ouais. Donc c'est un peu les mêmes. Oui, oui, Alors, les couleurs sont pas. Ce boulier-là ne prend pas en compte Non. les décimales, enfin, ça Les pourrait. chiffres. On pourrait, c'est juste un arbitrage. Regardez, J'ai compris. voilà, le boulier, les bouliers actuels. Donc vous avez la colonne jaune. Alors ça, c'est une convention qui nous est personnelle pour les écoles françaises, parce que les bouliers chinois à l'origine étaient gris ou noirs, et donc on mettait les unités où on voulait, quoi. Là, pour des raisons de simplicité, de pédagogie, on a le jaune, c'est une couleur centrale, donc c'est les unités, les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les dizaines, les centaines, les milliers. On a adopté cette règle, mais c'est une convention qui nous est propre. Hop. Voilà, et donc, si on peut voir peut-être... ouais, c'est la fin? Non, il y en a plusieurs, je pense. Ouais, ben, vas-y, passe en revue. Donc, on reconnaît immédiatement les quantités. Alors, donc, vous voyez que parmi tout ce qu'on a vu, sémantique, on n'a pas d'image. Philosophie, on n'a pas d'image. 8, avec le chiffre, on a une image, mais qui ne veut rien dire. On n'a pas d'image technique. Mais par contre, 378, si vous voulez, quand on est un peu habitué, moi je ferme les yeux, je vois bien les 3 perles des centaines, je vois bien les laquinaires et les 2 perles de 7, des dizaines, et 8, je vois bien la perle quinaire. Voilà, quand on est un peu habitué, on voit ça très rapidement. Et l'objectif, c'est que les enfants voient les images au boulier pour le calcul mental. Et après, ils passent aux chiffres. Mais au départ, on les habitue à voir les images. L'avantage du boulier, c'est que la représentation est toujours la même. Alors que les chiffres écrits, en fait, la représentation évolue en fonction des chiffres. Alors que là, on a toujours la même représentation. Oui. On a ce que tu parles de stabilité d'image. Oui, oui. L'image est toujours la même. Alors, donc, bon, toutes les qualités du boulier. Alors, ça, c'est l'aspect, on va dire, l'aspect universel, parce que le boulier, la suite des mains et la suite d'utilisation, c'est partout. La suite des mains, les mêmes images techniques. Nous, on a travaillé sur les images techniques, donc c'est important d'avoir ces images techniques. Stabilité des apprentissages de la numération et du calcul tout au long du primaire et au début du collège. Le boulier, c'est l'instrument du calcul mental. Vous dites, le boulier, il est dans la tête quand on calcule mentalement. Je pense que les Chinois disent ça, je crois. Le boulier est dans la tête. Non? Est-ce que vous dites, le boulier est dans la tête quand on sait calculer mentalement? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est tout mon âge. Et puis mais très rapidement, oui, oui. Très rapidement, les enfants, ils ont le boulier dans la tête très rapidement. Avant, il y a des gens de comptables chez nous. Avant, c'est peut-être il y a 50 ans, voilà. lorsqu'on a vu des feuilletons, il y a des comptables. C'est avec les bouliers, les 3, c'est incroyable la vitesse. Oui. Donc, notre objectif, nous, au plan national, mais aussi de sauvegarde du boulier chinois, c'est de revenir à l'instrument pour développer le calcul mental qui, à cause des calculatrices et des moyens de calcul, est complètement oublié. Alors que quand vous apprenez aux enfants à utiliser à faire du calcul mental avec du boulier, eh bien dès le 6 ans, dès 7 ans, ils connaissent les techniques de calcul mental. Alors qu'on est obligé de revenir aujourd'hui à l'école avec un volet calcul mental. Si on apprenait au boulier, dès le départ, ça serait entériné, quoi. Les élèves chinois aujourd'hui qui n'utilisent pas le boulier Eh bien, sont bons au calcul mental.
Alors, c'est l'autre aspect du problème. C'est l'autre aspect du problème. C'est l'autre aspect du problème, donc tu peux passer à la suite. Voilà. Donc, nous, on est arrivé à l'étude du boulier grâce à nos essais de résolution des difficultés françaises. Donc, on s'est demandé, au début, on se disait, oui, les équations, ils ne savent pas faire, les opérations, ils ne savent pas faire, puis progressivement, on est descendu jusqu'à la numération. Donc, pour nous, il y a un problème au niveau de la numération. Ça, c'est la numération de Condorcet, qui est exactement comme la numération chinoise, à part que c'est inversé. La numération de Condorcet dit 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 17, 18, 17, 18, on redevient régulier, hein, et 19, duante, 30, alors 30, ça prend un A, hein, et non pas un E, dans la numération de Condorcet, hein. 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Alors, on démarre une campagne au niveau national pour la numération de Condorcet. Mais tous nos interlocuteurs nous disent attention, vous allez avoir une levée du bouclier parce que les tenants de l'immobilisme ne voudront pas en démordre. On dit 70, hein, ça c'est les Belges qui disent 70. Nous on dit 70. On dit 80, c'est les Belges qui disent 80 ou les Suisses. Et donc, notre idée est la suivante. C'est qu'on va utiliser l'instrument boulier pour justement construire la numération sans changer le système conventionnel. On ne le bouge pas. Les enfants ont appris la litanie 78. Mais quand vous dites, par exemple, 79, quand vous dites 79, l'enfant il voit bien 7, hein, 7 dizaines, hein, parce que nous on le voit immédiatement, hein, vous c'est une main et deux doigts, hein, 7 dizaines, 9, parce qu'il y a un doigt replié, donc c'est 4, avec la main ça fait 9, donc l'enfant on va lui dire 79, mais en même temps l'enfant il va comprendre 79, parce qu'on lui a appris. 79, on appelle ça une explicitation, on explique. Donc, la numération de Condorcet pourrait venir grâce au boulier comme numération pédagogique pour bien comprendre le système. Mais ça n'empêche pas que si les banquiers veulent faire des chèques toujours à 95, etc., qu'il y a des gens que ça leur complique la vie, à l'école, on aura appris la logique. Et vous savez d'où vient cette difficulté 70, 80? C'est incroyable. Vous savez d'où ça vient? Eh bien, jusqu'au XIIIe siècle, on connaissait un seul système, c'était le système sexagésimal qui mesurait le temps, hein, c'est-à-dire 60 minutes dans l'heure, 60 secondes dans la minute, c'est le système sexagésimal, hein, c'est 1, 2, 3, 12, 5 fois 12, 60. Et les gens du peuple connaissaient que ça. C'est-à-dire ils comptaient jusqu'à 60, avec des fractions, etc. Mais ils comptaient jusqu'à 60. Arrive le système décimal arabo-indien. Le système décimal, il compte jusqu'à 100. Et bien on fait quoi après 60? On va dire 60, 60 et 10. 70. Parce qu'il y a eu une lutte à cette période-là entre ce qu'on appelait les abbacistes. Les abbacistes, c'était les tenants de l'abaque romain, de l'abaque à jetons. Les lettrés, l'Église, mais surtout les lettrés. Les lettrés, eux, ils n'avaient pas besoin d'inventer de nombres, parce qu'en latin, on disait
70. En latin, on disait 80, en 90, etc. Donc, eux n'avaient pas besoin d'inventer de nouveaux mots puisqu'ils parlaient latin au XIIIe siècle. Alors que le peuple, lui, il connaissait que la mesure de la durée du temps et il savait compter jusqu'à 60 et on a inventé 70. 80, bah oui, parce que les Gaulois, ils disaient 20, alors 80, tiens, ça tombe bien, on va appeler ça 80. Et après 90, vous voyez un peu le ridicule de cette construction. Et aujourd'hui, les tenants de l'immobilisme tiennent mordicus à cette convention, qui est une convention, il faut dire les mots comme c'est, imbécile. C'est parce qu'il y a eu cette lutte entre les abbacistes, qui étaient les lettrés, et les algoristes, qui étaient l'utilisation du système décimal de façon écrite, avec les opérations. Il y a eu cette lutte. Arrive la Révolution. La Révolution, eh bien, les lettrés, c'était l'Église. Donc on a dit, l'abac romain, l'abac à jetons, on l'interdit parce que c'est le truc des curés. Donc on va revenir au système décimal et avec les algorithmes. Donc les algoristes ont gagné grâce à l'interdiction par la Révolution de l'abac. Mais nos difficultés aujourd'hui, elles viennent de cette décision qui a validé la numération que moi je nomme imbécile parce qu'elle découle de rien, elle n'est pas logique. Alors que les lettrés, eh ben, on leur a interdit de fonctionner parce qu'ils fonctionnaient en latin avec la bonne numération, comme en italien d'ailleurs. Les Italiens utilisent la bonne numération. Donc en fait, notre système de Condorcet, eh bien, le Boulier vient en aide aux écoles pour apprendre la logique du système. Même si, et les gamins ils font le parallèle immédiatement. 78, 78, ils savent, ça leur plaît, parce que les mots sont logiques et ça leur plaît. En plus, on évite une faute d'orthographe à 30. Donc, l'idée est celle-là. On utilise le Boulier en France pour la numération de Condorcet, mais de façon plus générale, le Boulier, et puis on peut voir quelques opérations maintenant, le Boulier, c'est utilisé pour le calcul mental. L'intérêt du Boulier au plan universel, c'est le calcul mental. Grâce aux images techniques que tous les cerveaux ont depuis la prime enfance. Ce sont des images innées. Et donc, c'est ce qui fait l'intérêt du Boulier. Donc, peut-être, est-ce que vous voulez manipuler quelques... Oui, oui, bien sûr, c'est la même chose. Ça vient de Mésopotamie, bien sûr. Bien sûr. Les 7 heures dans la journée, non, les 12 heures du jour, les 12 heures de la nuit, ça vient de là, bien sûr. Les 360 degrés dans un cercle, ça vient de là. Et vos signes du zodiaque, pareil, bien sûr. Les bergers mésopotamiens, il y a 10 000 ans, quand ils regardaient le ciel, alors même il y a un truc qui est formidable, ils repéraient les étoiles, et bon, ils ont découpé le cercle, et en outre, on montre que les 360 degrés, ça vient de la mesure avec la main. Je ne vais pas en parler là, ça nous entraînera un peu loin, mais 180 degrés dans un demi-cercle, ou 360 degrés, ça vient du fait qu'ils mesuraient les distances dans le ciel avec la main. Trois mains, par exemple, si vous voulez voir Saturne, aujourd'hui Saturne et Jupiter, je crois, je ne sais pas lequel on voit mieux, c'est Jupiter qu'on doit mieux voir et Saturne un peu moins, eh bien, bon, ça doit être à 4, Saturne, Jupiter doit être à 4 mains de Saturne en ce moment. On peut le mesurer 2, 3, 4. Parce que la main fait 10 degrés. Mais la main fait 10 degrés parce que les Mésopotamiens se sont rendus compte qu'il y avait à peu près 18 mains, donc c'est le multiple commun avec 60 degrés. 180 degrés, c'est 3 fois 60, et c'est 10 fois 18.
Alors, sur Internet, on vous dit toute autre chose, hein, mais c'est faux. Et je pense que l'origine vient bien de nous. Donc, en fait, on peut peut-être montrer quelques noms. Il y avait une question. Oui. Effectivement, moi je partage tout ce que vous dites. Sauf que, en 1950, pour prendre la Corée en 1950, il y avait peut-être un quart de la population qui allait à l'école, qui était allée à l'école, un quart. Sauf qu'aujourd'hui, en Corée, tout le monde va à l'école. En Chine, pareil. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, dans le royaume des comment on dit, dans le royaume des banques sans droit, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de concurrence. C'est-à-dire que nos méthodes fonctionnaient bien et puis ça allait. On n'était pas comparé aux petits Coréens. Hein. Par contre, aujourd'hui, on est comparé aux petits Coréens, on est comparé aux Chinois, on est comparé aux Indiens, on est comparé aux Japonais. Alors, de notre point de vue, je ne pense pas que ce soit les méthodes pédagogiques, ils n'ont pas inventé des méthodes pédagogiques particulières. La méthode de Singapour, ce qu'on appelle la méthode Singapour, c'est une méthode qui reprend tout ce que je vous ai dit là sur Piaget et Vygotsky. Ils ont piqué, ils le reconnaissent, ils disent qu'ils ont piqué les bonnes idées on va dire, de nos pays occidentaux pour en faire une méthode. Ils n'ont rien inventé, la méthode de Singapour. C'est vraiment, ils ont pris le meilleur qu'il y avait dans notre pédagogie pour en faire une méthode. Donc, ils en profitent, mais le problème, nous, les enfants, il y a un décalage, peut-être moins d'heures de cours, il y a peut-être à la marge des différences entre les méthodes qui sont appliquées à Singapour et appliquées en France, mais je ne pense pas que ce soit un problème humain. Je ne pense pas que les profs sont moins bien formés qu'à Singapour. Bon, il y a peut-être des temps de travail en plus, ou en Allemagne, comparons-nous à l'Allemagne, l'Allemagne s'en sort mieux, les pays européens en général s'en sortent mieux. Ils font moins de géométrie aussi. Et ils font moins de géométrie. En fait, aussi il y a un gros problème en France, c'est la géométrie. Enfin, non, pas un problème, moi je trouve ça pas plus mal. Oui, mais allez. Il y a beaucoup d'heures qui sont. Enfin, en fait, c'est vrai que les études sont. Il y a beaucoup de. C'est beaucoup testé sur le calcul en fait, toutes ces études TIMSS et. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de concurrence. Là, on a de la concurrence. Et si ce n'est pas les moyens humains qui doivent être accusés, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence? Moi, j'en vois une essentielle, nous, on en voit une essentielle, c'est le système de numération. La première expérience mathématique que vivent les enfants, c'est un système de numération qui est illogique complètement. Et ça marque psychologiquement les enfants. À l'exemple de cette gamine qui a 3 ans s'en rend compte. Et donc, tous les enfants s'en rendent donc bien compte. Et la première idée qu'ils ont, les maths, c'est pas logique. Effectivement, les différences sont visibles. Mais pour la conquête de l'espace, pour l'informatique, pour toutes les techniques que le plan de 30 milliards vise, pratiquement tout, il faut des techniciens. Il faut des techniciens et des gens qui ont fait des sciences appliquées, mais qui ont quand même un bagage mathématique. Donc, le reproche qu'on peut faire à la France aujourd'hui, c'est effectivement, il n'y a pas besoin, pour vous, professeurs d'université, on peut se dispenser complètement des mathématiques, ne jamais les utiliser. Bon, le calcul mental, ça. Voilà, mais oui, mais vous l'avez appris, c'est la vie qui vous l'a appris. Alors qu'on peut l'apprendre à 5 ans. Et l'idée,
est la suivante, c'est qu'en développant de tels outils, on peut donner envie aux enfants de faire des mathématiques, du calcul, parce qu'on a un outil qui est logique, qui permet de calculer de façon agréable. On peut éviter d'avoir ces 50% qui disent « moi les maths, j'ai jamais rien compris, j'étais pas bon en maths », même à la limite, c'est un peu le langage que vous tenez, ça n'empêche pas de réussir, bien évidemment, mais ça permettrait de renverser un peu ce taux qui actuellement est de 50%. C'est-à-dire qu'on pourrait ramener ce taux peut-être à 20 ou 30%, et ça irait très bien pour l'économie parce qu'on aurait un volant de 70% d'enfants qui seraient déjà naturellement tournés un peu vers les sciences grâce au boulier au départ, mais après le boulier il est dans la tête. Donc après, l'ouverture scientifique va se faire naturellement. Et en France aujourd'hui, on a trop, même les ingénieurs pour lesquels, à l'époque, nous on avait, quand on passait les concours d'ingénieurs, on avait une dizaine d'écoles à notre disposition. Aujourd'hui, il y en a pléthore et il n'y en a pas assez. Donc, ça veut dire qu'au niveau des enfants, il faudrait prévoir d'orienter les filles, notamment, vers les études scientifiques, qui ne sont pas plus compliquées, mais les orienter, au moins pas les braquer dès le départ, quoi. Si les mathématiques étaient vues comme une science pas compliquée, eh bien, on aurait beaucoup plus de prétendants scientifiques au bout du compte. Aujourd'hui, c'est 50% de la population qui ne veut plus entendre parler de maths. Il n'y a pas d'enquête. Les enquêtes de l'OCDE, les enquêtes PISA, c'est à 15 ans. Et les enquêtes là, de Teams, c'est à... Puis un truc sur la voie royale, il fallait faire... Mais on a malgré tout des enquêtes pour les adultes. Et on retrouve les mêmes taux que pour PISA, sensiblement. Les 50% de lycéens, de collégiens qui sont dégoûtés des maths, eh bien on retrouve la même chose au niveau des adultes. Donc c'est un loupé qui date déjà d'il y a longtemps. Et qui a une conséquence, moi quand je vois les parents d'élèves, j'ai systématiquement la moitié qui me dit « Ah mais de toute façon, dans la famille, c'est pas possible ». Oui, mais je crois qu'on peut parler de ton expérience. Je crois qu'on peut parler de ton expérience aussi de l'école de Boulier. Hein, on peut le dire très clairement. Hein. Quand donc moi je suis prof de maths d'une part et j'anime des ateliers donc, de Boulier. Il y a une association. Et à la journée des associations, donc tout le monde passe devant, ça reste ou pas, ça c'est un autre débat, mais les Français, je dirais d'origine... Les Gaulois. Les Gaulois, qu'on va appeler les Gaulois, systématiquement, ils disent à leurs enfants « Ah, mais ça c'est un truc de maths, tu veux faire des maths ?» Alors que les gens d'autres origines ont un rapport beaucoup plus simple et beaucoup plus direct avec les maths, et notamment d'Afrique du Nord ou d'Asie. Ils arrivent avec leurs gamins, ils disent « Ah ben tu vois, avec ça, tu vas pouvoir faire ça. » Oui, parce que les mathématiques, c'est un moyen. C'est un peu la différence entre la partie supérieure et la partie inférieure. Vous voyez, ça commence très mal. Attendez, là j'ai deux mains. Gérard, j'ai deux mains. Et il y a deux quinaires. Chaque quinaire vaut une main. Quinaire. Ça vaut 5. Quinaire, ça veut dire 5. Hein. Ça vaut 5. Un ensemble de 5. D'accord. 5 unités du bas représentent un kilomètre. Voilà, mais on va le faire, Quand on met 5, on peut mettre 5, c'est soit ça, il y en a 5, mais l'idée c'est toujours avoir le moins de perles possible activées, et c'est aussi ça, 5. C'est-à-dire qu'on échange les 5 De la même doigts manière de que tout vous à avez l'heure 5 doigts que vous mettez en une main. contre une main. Alors, vous savez, on parle beaucoup de boulier, mais là, quand vous utilisez le boulier,
il n'y a pas de haut ni de bas. Hein, Il y a là. là. Alors le haut, ça c'est encore un implicite. Vous savez pourquoi on dit une feuille de papier? Hein, il y a un haut et un bas. C'est la même chose que vous faites là. Vous dites qu'il y a un haut et un bas, hein, comme la feuille de papier. Et vous savez, la feuille de papier, on a vu des maîtresses dire « Oh là là, cette année, ils ne savent même pas où est le haut et le bas de la feuille. » Oui, mais attendez, c'est pas évident. Parce qu'il n'y a pas de haut ni de bas, puisque c'est horizontal. Hein, dans les tables d'école, la feuille est horizontale, il n'y a pas de haut ni de bas. D'où ça vient le haut et le bas? C'est qu'il y a 50 ans dans nos écoles, qu'est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on avait des tables? On avait des pupitres. Et les pupitres sont inclinés. Et il y a un haut de la feuille et un bas de la feuille. Comme il pourrait y avoir un haut du boulier et un bas du boulier. Mais c'était les pupitres. Est-ce que si Donc, vous le mettez comme ça, donc c'est un implicite. 10, 1. Vous voyez un peu la facilité pour un enfant. 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5. On fait un échange pour le calcul mental. Alors vous voyez qu'on le fait dans le même, là avec les clics, on ne peut pas le faire, mais on active, il vaut mieux dire on active une quinaire et on désactive 5 quinaires. On le fait avec le pouce et l'index, c'est le même mouvement, c'est le même bloqué. Et donc 10, 5, 10, 6, et vous voyez qu'on revient au système logique à partir de 17. C'est fou. 17, 18, 19 et duante. 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 Donc on a 3 représentations de duante. Duante, voilà, duante encore, et on continue, duante 1, duante 2, duante 3, etc. Mais il n'y a pas besoin de bouleverser la convention. On peut simplement, pour ceux qui sont équipés de boulier, faire comprendre aux enfants, voilà. Et cette image de duante 3, hein, ou 23, eh bien, vous fermez les yeux. Et vous l'avez, cette image. Deux perles pour la dizaine et 3 perles pour les unités, vous l'avez. Hein, les adultes, on a un peu plus de mal, mais en fermant les yeux, on peut avoir l'image avec les perles. Et c'est ce qu'on apprend aux enfants, d'avoir l'image avec les perles. Et non pas d'avoir le 23, le duante 3 écrit avec des chiffres. Hein? Bien sûr qu'ils savent écrire aussi avec les chiffres, mais on leur demande de voir duante 3 parce que en même temps, ils voient les deux perles qui sont le complément à 5, et donc le complément à 10. Voilà. Tu peux écrire un nombre. tu veux faire 23 plus 38? Ah oui, on peut le faire en 23 plus 38. Non, je vois. Ouais. Allez. 23 plus 38. Bon, mais on a fait un petit peu le tour hein, de l'addition, soustraction, multiplication et la présentation du boulier qui est un outil mathématique. Et c'est, je crois, le principal message que l'on porte, c'est que c'est vraiment un outil mathématique qu'il faut utiliser dans les écoles en France pour la numération des condensés, mais au-delà aussi pour introduire le calcul mental à l'école dès le CP. Parce que tous les calculs que l'on fait, on peut demander aux enfants de mémoriser les images techniques du boulier et avec l'aide des doigts, on peut les aider à mémoriser ces images qui en fait sont des images intermédiaires qui permettent de construire un calcul mental. Alors au début, on peut mémoriser les perles, mémoriser la représentation au boulier, mais à terme, on va repasser aux chiffres arabo-indiens. C'est-à-dire que les enfants, on leur demande d'avoir en tête l'image au boulier, mais progressivement, on va repasser, surtout pour les calculs compliqués, on va repasser aux chiffres arabo-indiens. Donc
fait un petit peu le tour de la question. Et donc, nous avons été heureux de vous présenter un outil innovant. Ce n'est pas un outil qui date du XIIIe siècle ou un instrument vieillot qui date du XIIIe siècle. C'est un outil pédagogique qui est plein de... et dont je pense qu'on va en prendre conscience progressivement de l'intérêt de découvrir la numération et le calcul grâce au boulier, qui s'appuie sur la principale, la découverte qu'on a citée, c'est la subdivision, c'est-à-dire la représentation mentale des quantités jusqu'à 3. Mais à partir de 3, on construit tout le reste. D'autres questions, M. Giroir? Non, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet exposé très pédagogique, très clair. Voilà, j'espère que ça va contribuer à améliorer le niveau. Voilà, mais surtout peut-être faire revenir le taux d'élèves intéressés par les mathématiques, de déplacer un petit peu le curseur par rapport à ce qu'il est actuellement. C'est l'image que vous aviez aussi gardée du boulier, de votre boulier, qui est un trésor national et que vous ne défendez pas assez. C'est ça, c'est dommage en Chine. Maintenant, le cas. Les enfants, ils connaissent quand même, mais bon, selon moi, ce que je sais, c'est à peu près l'école primaire, un mois d'apprentissage sur le boulier. Et après, bon, parce qu'il y a des formules à retenir. Il y a des... Oui, alors les formules, on n'en a pas vu beaucoup de formules. Mais en fait, les formules, elles arrivent après. Par exemple, tout à l'heure, on a ajouté 4. En fait, on a ajouté 5 moins 1. C'est une formule. Mais il y a des formules, quand vous voulez rajouter, par exemple, 95, bah, vous n'allez pas rajouter 5 et puis 90. Vous ajoutez 100, c'est très rapide, et vous enlevez 5. Mais ça, on ne peut pas l'apprendre en CP. Ça, on va attendre 2 ans ou 3 ans avant d'utiliser les formules. Mais c'est vrai, c'est concret. Oui, c'est très concret, surtout pour les petits. Les petits. Oui, les petits, ce sera un très bon début pour les maths. C'est notre idée aussi. Chez nous, la pantone, on l'a abandonnée. C'est parce que maintenant, c'est la tradition aussi, ça dépend de quelle tradition, hein, mais il y a des traditions. Parce que c'est lent pour les Chinois. Maintenant, la Chine espère toujours, ça marche plus vite, plus vite. Non, mais c'est l'informatique. Oui, c'est l'informatique, le téléphone, l'espace qui a mis le boulier un peu comme et un aussi, instrument. au début, il faut prendre du temps pour apprendre, pour une bonne base. C'est comme le violon. C'est ça. Et après, on n'a pas assez de patience pour attendre ce temps-là. Je pense que c'est aussi une raison pour on n'utilise pas maintenant le boulier aussi, presque plus, je pense. C'est dommage. Merci beaucoup. Merci. Excellent. C'est vraiment très excellente conférence. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.